Cette semaine au Monticule, on est chanceux. On a la visite de Carl Gélina, coordonnateur de lanceurs à l'Académie de baseball Canada. Il a été tellement gentil qu'on a le droit à deux parties du podcast cette semaine. On va en avoir une cette semaine et une la semaine prochaine, afin de s'assurer que ce ne soit pas des épisodes de 4 heures de temps. On va avoir de quoi d'assez intéressant. Fait un podcast cette semaine et un podcast la semaine prochaine avec Carl Gélina. Merci encore une fois, Carl, d'être venu et d'avoir donné autant de temps avec moi. C'était très apprécié. Bonne émission. Parfait. Ouais, le podcast Monticule me permet de rencontrer des athlètes, des entraîneurs, des membres de la communauté sportive dont je rêvais de rencontrer ou d'avoir une discussion avec eux. Et aujourd'hui, j'ai la chance de m'insérer dans son horaire très chargé pour pouvoir lui piquer une petite jasette. Notre invité, c'est près de 20 ans de baseball professionnel, tant dans des ligues mineures avec les Angels d'Anaheim, dans la Ligue Canam, la Ligue Frontière ou même dans une Ligue 3 au Mexique. En 18 saisons dans tous les niveaux, c'est 103 victoires, 83 défaites, une moyenne de points mérités de 3,64 et 1583,2 manches lancées. C'est aussi du coaching avec les Diamants de Québec ou bien dans les dernières années, un retour à temps plein avec l'Académie de baseball Canada. C'est Carl Gélina. Quand même, c'est des grosses statistiques, là. On parle de près de 18-19 ans de baseball quand même. C'est Je savais pas que j'avais lancé autant de manches. Ça Disons que explique les mots de bras par ah moment. oui, ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre après 1583,2 manches. C'est normal là, d'avoir des maux de bras ou d'être un peu plus fatigué. Des petites courbatures ici et là, mais sans trop de problèmes, là, je te dirais. C'est ce qui est important, d'être sûr qu'on continue après le baseball à titre de joueur, qu'on soit toujours en forme. Mais justement, le baseball ou même le sport, à quel moment, c'est quoi les premiers sports que tu as joué ou que tu as fait quand étant plus jeune qui t'ont amené à diriger vers le baseball? En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours pratiqué le baseball dès que j'ai pu. Mon souvenir plus lointain, là, c'est que les soirs, lorsque mon père revenait de travailler, on descendait au sous-sol, il me lançait des balles de mousse, puis je frappais des balles pendant toute la soirée, et puis le lendemain, c'était la même chose, puis sur le lendemain, c'était la même chose. C'est drôle parce que tout récemment, il m'a envoyé un petit vidéo qu'il avait vu passer sur Instagram là, d'un jeune garçon qui frappait des balles avec son père, puis il dit, ça me rappelle des beaux souvenirs, tout ça. Toi, tu t'en souviens-tu? Puis, parce que j'étais tout petit. Et puis, dès que j'ai pu m'inscrire dans une ligue, entre guillemets, là, on l'a fait. Mon père vient d'un background aussi de baseball, là. Lui aussi a pratiqué le baseball professionnellement avec l'organisation des Pirates de Pittsburgh et a dirigé, là, a coaché avec l'équipe nationale junior, etc. Fait que j'ai un peu eu la piqûre par lui, sans avoir été forcé là-dedans du tout. J'ai eu un mentor là, qui a pu m'aider énormément dans mon parcours. Fait que j'ai vraiment adopté le baseball très jeune. J'ai commencé à jouer au hockey un peu plus tard là, dans ma jeunesse. Si j'ai fait autre sport, ouais, rendu au secondaire, j'ai joué au volleyball euh, avec l'école secondaire, mais ça ressemble au sport que j'ai pratiqué là, dans ma jeunesse. Et tu parlais que ton père a joué au baseball professionnel, a coaché, t'a amené à jouer au baseball dans le sous-sol. Est-ce qu'on a une famille assez sportive? On parlait un peu avant de débuter le podcast que ton frère joue au hockey au niveau professionnel. Je ne sais pas exactement, vous êtes combien dans la famille? On est deux, trois? J'ai un frère. J'ai un frère, mais tu sais, on a une famille, mes parents sont divorcés. Du côté de mon père, sa femme a un enfant, mais c'est mon demi-frère. Puis du côté de ma mère, elle est avec le même conjoint là, depuis plusieurs années. Et lui se trouve avoir deux fils, mais j'ai un frère là, de sang, si on veut. Lui, ouais, c'est ça. Lui, il évolue au hockey. Il est plus jeune que moi, 32 ans, va avoir 33 bientôt. Lui a choisi le hockey dès un jeune âge. Il a pratiqué le baseball aussi, il trouvait que ça bougeait pas assez à son goût, avait un talent assez exceptionnel dès qu'il a commencé à mettre les patins. Et puis, a joué au hockey là, toute sa jeunesse et présentement est en Suisse, évolue dans la Ligue nationale de Suisse depuis 2 ans maintenant. S'est promené un peu là,
En Europe, a évolué en Suède, a évolué dans la Ligue de la Russie, là, la KHL. Et puis avant ça, avait évolué là, pour les Devils du New Jersey, l'Avalanche du Colorado, et puis a joué pour l'organisation aussi du Canadien là, avant de s'en aller là, en Europe. Quand même un parcours qu'on peut appeler de globe-trotteur quasiment. Ouais. Et moi, plus dirigé vers ton parcours avec le baseball, à quel moment dans ta jeunesse, tu as commencé à savoir que le baseball deviendrait sérieux, là, qu'on commençait à faire un pas vers une possibilité de se diriger peut-être vers les ligues majeures? Je dois dire que j'ai toujours eu une habileté que d'autres n'avaient pas à un jeune âge, sauf que moi, j'ai été élevé dans un petit village dans la région d'Ottawa, là, plus jeune, là, de l'âge de 3 ans à 14 ans, on habitait dans ce coin-là. Et puis, fait que je peux pas dire qu'il y avait un gros bassin de joueurs de baseball, mais je sortais du lot dans le petit bassin qu'on avait. Euh, mais lorsqu'on faisait des équipes d'étoiles et puis qu'on s'en allait dans les petits tournois là, pour les équipes qui veulent se qualifier pour les World Series, là, les petites séries mondiales, même à ce niveau-là, je tirais mon épingle du jeu un petit peu, mais je ne pouvais pas savoir que j'étais spécial ou que j'allais en faire carrière à cet âge-là. Je te dirais que euh, ça a été plus tard. J'ai eu un développement un peu plus tardif, là, tu sais. J'étais très, très bon plus jeune. Puis à un moment donné, lorsque on arrive en adolescence et puis que là, soudainement, tes chums de gars commencent à avoir de la barbe, commencent à grandir. Puis moi, j'ai été très retardé dans ma puberté. Fait que mes amis de gars, eux autres, ils commençaient à pousser, ils devenaient des hommes. Puis moi, je restais petit, je restais tout maigre. Et puis, je te dirais qu'à ce moment-là, par la force physique des autres, je commençais à être égal, là, étant donné que oui, j'avais un talent, mais je veux dire, je n'étais pas un spécimen physique à cet âge-là. Tu sais, je reviens à mon père, mais mon père mesure 6 pieds 8 et puis je me disais qu'à un moment donné, j'allais grandir, là. Mais jusqu'à l'âge de Bantam, deuxième année, je mesurais 5 et 6, 5 et 7 là, dans ce coin-là. Donc, j'étais pas un spécimen physique du tout. Donc, lorsque je me suis présenté au camp du Midget 3A, sur la rive sud de Montréal. J'étais petit. Euh, on me connaissait peu parce que j'arrivais de l'Ontario. Donc, j'ai été coupé sur la rive sud. Je l'ai mal pris un petit peu. Je ne m'éterniserai pas sur les mots qui ont été utilisés lorsqu'on m'a coupé, mais ça m'avait blessé. Et on s'est reviré de bord, puis j'étais allé jouer pour le Lac Saint-Louis, la Chine, dans le Midget 3 cette année-là. J'ai eu une superbe année, des coachs extraordinaires, Jean-François Ménard et Jasmin Roy. Puis l'année suivante, pendant l'hiver, j'avais pris 5 ou 6 pouces. J'étais rendu à peu près 6 pieds, 6 pieds 1. Et là, soudainement, on avait de l'intérêt là, pour moi parce que j'étais rendu grand. Je me suis présenté au camp des Ailes du Québec dans le temps, qui était le 17 ans et moins, là, euh, comme on a avec l'Académie du baseball, Baseball Canada présentement. Et j'ai fait l'équipe. Puis c'est à ce moment-là que j'ai dû abandonner mon coup de bâton, là. Si je sélectionnais, il fallait que je choisisse de devenir lanceur seulement. Mais encore là, j'étais bon, mais je lançais pas excessivement fort. Tu sais, il y en avait d'autres qui lançaient plus de 85 000 à l'heure. Il y en avait d'autres qui lançaient 90 000 à l'heure. Moi, je devais lancer 82, 83 000 à l'heure à ce moment-là, qui était respectable, mais rien pour écarquiller les yeux, si on veut. Puis, euh, mais j'étais grand, je continuais à grandir, mais j'étais gros comme un frame de racket chip, comme on dit, là. J'étais tout petit, là, je devais peser 155 livres, 160 livres à 6 pieds, 6 pieds 1. Donc, j'avais beaucoup de place pour mettre du poids, prendre de la maturité physique. On m'a invité à l'Académie de baseball du Canada à ce moment-là. Donc là, je commençais à comprendre que je faisais partie de l'élite de la province. J'ai toujours eu le rêve de jouer dans les majeurs, puis de gagner ma vie avec ça, c'était pratiquement juste à ça que je pensais. Donc, première année d'entraînement avec l'Académie de baseball du Canada, ça se passe bien, mais je continue à grandir. Euh,
je dirais qu'encore là, les autres sont pas mal en avant de moi sur la maturité physique. Euh, mais je m'améliore quand même. J'apprends à m'entraîner annuellement. C'est la première fois que je m'entraîne réellement. Euh, je commence ma première année junior à ce moment-là. Et puis, j'ai joué pour les Diplomates de Saint-Hubert. Donc, ça, c'était la dernière année que les Diplomates de Saint-Hubert ont existé. Il y avait deux équipes sur la rive sud dans ce temps-là, les Ducs et les Diplomates. On a eu une saison catastrophique. J'ai eu des chiffres atroces. Euh, j'ai commencé à arrêter de croire en moi, puis en mes objectifs, puis en mes rêves, parce que je me disais, écoute, si je suis pas capable d'avoir du succès dans le baseball junior, comment est-ce que je vais avoir du succès au niveau professionnel? J'ai voulu abandonner à ce moment-là. J'ai voulu comme, bon, mais je vais arrêter de prendre le baseball au sérieux. Ça me sert à rien de continuer à m'entraîner aussi fort, etc. Je reviens à mon père qui a eu un genre de sit-down avec moi, puis qui m'a, sans me forcer à continuer, il m'a juste dit, écoute, Carl, il dit, pour X raisons, tu joues, tu as 17 ans ou 18 ans, tu joues contre des hommes de 22 ans, tu es encore en train de grandir, ta coordination n'est pas tout à fait là, tu sais, donne-toi le temps, donne-toi un peu de temps pour mettre tout ça ensemble. Il dit, moi, je crois en toi, je crois en ton potentiel, mais l'important, c'est que toi, tu y crois, puis que toi, tu veux le faire. Fait que, au final, je décide de me redonner une chance. Et les choses ont commencé à débouler pas mal plus rapidement à partir de ce moment-là. Je commençais à prendre du poids, commençais à devenir beaucoup plus fort. Ma vélocité a commencé à grimper. Soudainement, là, je suis repêché au prochain repêchage par les Angels de la Californie. Euh, les équipes de juniors fusionnent. J'ai du succès dans le baseball junior. J'ai une bourse d'études pour aller aux États-Unis avec un junior college à Northeastern Oklahoma A&M. Donc, ça a rapidement viré de bord, là, tout ça. Et puis, à partir de là, j'ai eu beaucoup de succès. Autant au niveau junior, même collégial, cette année-là, j'ai lancé 2 matchs parfaits. Et puis, ça a été assez pour attirer l'attention là, de l'organisation des Angels pour m'offrir un contrat après ma saison de baseball collégial. Euh, Juste avant, il y avait les droits sur moi jusqu'à une dizaine de jours avant le prochain repêchage. Donc, on a signé mon contrat là, une dizaine de jours avant que le prochain repêchage ait lieu. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et justement, avec là, tu parlais de l'ABC, on le sait que l'ABC a changé beaucoup à travers les années, là, du processus simplement de comment les joueurs peuvent réussir à avoir une place aux États-Unis. Et, quand je parlais, par exemple, avec des Pat Calabrini de ce monde, on parlait beaucoup du bouche à oreille. Il y a un joueur Mhm. qui est dans un collège, il parle de toi, que tu es au Québec, tu serais un bon potentiel, puis tu te diriges là-bas. Toi, au moment où tu étais avec l'ABC, premièrement, est-ce que ton offre s'est faite lorsque tu étais avec l'ABC, peut-être dans un tournoi ou dans un événement? Puis de quelle manière? Est-ce qu'on parlait d'un bouche à oreille ou les recruteurs de l'école, de l'université t'ont vu faire et t'ont amené? En fait, moi, je dois beaucoup, beaucoup de mérite à Ray Calary, qui est quand même connu dans le milieu du baseball québécois, là, qui est dépisteur avec les Giants de San Francisco. Ray a cru en moi. C'est sûr que le fait que j'ai été repêché par une équipe du baseball majeur, ça l'aidait beaucoup mon CV, là, lorsqu'on cognait aux portes et on essayait de me trouver une bourse d'études. Donc, Ray, lui, a pris le téléphone, appelé ses contacts. J'avais des offres dans trois, quatre écoles. Et puis, à ce moment-là, c'était vraiment de marquer les pour, les contre, essayer de trouver vraiment il était où le meilleur fit pour moi, Carl Gélina, mon meilleur feeling avec le contact que j'avais eu avec les entraîneurs. Et puis, mais j'aurais jamais eu toutes ces ouvertures-là si Ray avait pas donné un coup de main. Mais tu sais, contrairement à aujourd'hui où on a accès à des plateformes, des vidéos, je veux dire, c'est vraiment, vraiment facile de partager de l'information. Dans le temps, ça ne fonctionnait pas comme ça. C'était vraiment, comme tu dis, du bouche à oreille, des contacts, des confiances en quelqu'un qui met son nom derrière toi, là, mettons. Mais au final, j'ai décidé d'aller à Northeastern Oklahoma. Et puis, ça a été un très bon coup pour moi. J'ai été accueilli à bras ouverts là-bas. J'ai été très, très bien traité. Ce qui est quand même drôle, c'est que
Il y a deux écoles où j'ai dit non, que eux se sont rendus au College World Series. Puis, puis la mienne, non, là, mais je veux dire, en bout de ligne, mon but, c'était de continuer à me développer puis de signer mon contrat professionnel. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, c'était mission accomplie là, à ce niveau-là. Et est-ce que tu peux juste pour être sûr que je saisis bien, si j'ai bien compris, tu as eu t'as été drafté dans la MLB avant de réussir à aller à l'école. Ou Ouais. si l'école est arrivée avant, juste pour être sûr. Non, en fait, j'ai été repêché. Le repêchage, c'est au mois de juin, habituellement. Mhm. Puis à partir du fait que du moment où j'ai été repêché, là, c'est là qu'on s'est mis sur les démarches pour me trouver une école. Donc, ça a été quand même relativement rapide, là, étant donné que tu dois quitter le fin août pour te rapporter pour ta première session. Donc, c'était une petite fenêtre là, pour prendre des décisions relativement importantes là, dans ton parcours. Mais ouais, fait que début juin, j'ai été repêché, et puis je te dirais que fin juin, début juillet, là, dans ce coin-là, j'avais mon entente de signer avec l'école. Et tes discussions avec justement les Angels, de quelle manière ça a débuté qu'on a commencé à dire, hey, il y a une équipe des ligues majeures qui a un intérêt envers toi? Euh, c'est Alex Messier, un Québécois, qui était dépisteur pour les Angels. Croyant en moi, voulu me donner une chance. Lui, il débutait dans l'organisation des Angels à ce moment-là. Donc, tu sais, on s'entend que son rang dans la hiérarchie de pouvoir de sélection était quand même très bas. Mais quand même, il est allé à la guerre pour moi, puis a vraiment mis son pied à terre, puis a cru en moi, puis je lui dois tout le respect du monde pour m'avoir donné cette opportunité-là. Je savais qu'il y avait de l'intérêt de la part des Angels et Alex Messier et tout ça. Il y avait d'autres équipes aussi qui avaient démontré de l'intérêt, les Twins, les Blue Jays. Je croyais vraiment que ça allait être les Blue Jays, bien honnêtement. Jim Ridley, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui était un bon ami à mon père, là, avec coaché ensemble sur l'équipe nationale junior. Lui, il m'aimait beaucoup. Et puis, il m'avait dit, écoute, nous, il dit, moi, je t'ai haut sur ma liste. Entre telle ronde et telle ronde, on aimerait vraiment, là, moi, lui, ça, j'aimerais beaucoup pouvoir me sélectionner et tout ça. Donc, moi, je suivais le repêchage en ligne. Et puis, c'était entre la 25e et la 35e ronde qui m'avait parlé. Donc, j'étais online à ce moment-là. Et je regardais ronde par ronde, ça passait. Puis là, à un moment donné, on est rendu en 36e ronde. Mon nom n'est pas sorti encore. Donc là, j'étais quand même relativement déçu parce que je pensais que ça allait se passer à ce moment-là. Puis j'ai même arrêté de suivre le repêchage à ce moment-là. Puis c'est un peu plus tard dans la journée que je reçois un message de la part d'un de mes amis, Étienne Raté-Delorme, avec qui j'ai évolué à l'ABC. Puis par la suite, on a évolué ensemble au Collège américain. Hey, félicitations. Je dis, félicitations, pourquoi? Il dit, ben, t'as été repêché. Hein? Je savais même pas. Je dis, ben oui, il dit, va voir, t'as été repêché par les Angels. Fait que j'ai été repêché en 47e ronde. Il y avait 50 rondes dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est rendu à 20 rondes. Et puis, ouais, comme de fait, j'avais été repêché par les Angels en 47e ronde. Puis, pas très longtemps après, là, je recevais un appel là, pour me confirmer tout ça, là. Et est-ce que ça faisait partie de ces années-là où c'était un peu un draft de confiance, de dire on va suivre ton évolution et on va te ramener par la suite si ce qu'on a vu était Ouais, positif? Est-ce que c'est ils que de appellent te voir. ça. Ouais, vas-y, vas-y. Ce que je te posais dans le fond, c'est que le fait de te voir aller dans une école, ça leur permettait eux te suivre pendant l'année et savoir que tu pourrais venir les voir après l'année suivante. Ouais, ils appellent ça un draft and follow. Dans le fond, ils choisissent un joueur dans des rondes plus tard, dans le but de voir le développement du joueur dans l'année suivante. Fait qu'ils ils ont les droits sur toi, là, comme je disais tout à l'heure, presque un an. Fait que c'est une dizaine de jours avant le prochain repêchage que tu redeviens libre, si tu veux. Puis là, à ce moment-là, tu peux revoir contact avec d'autres organisations avant le prochain repêchage. Mais eux ont gardé un œil sur moi. On a gardé contact. Il y a eu des dépisteurs qui sont venus me voir en Oklahoma. Il y a eu des dépisteurs qui sont venus me voir à Montréal aussi lorsque j'étais revenu de ma saison collégiale, juste avant de signer mon contrat. Et puis, c'est ça. Le but, c'est de voir que je
prenne du poids, que ma vélocité augmente, que je m'améliore en tant que joueur de baseball. Et puis, ils ont aimé ce qu'ils ont vu. J'ai été repêché en 47e ronde, mais le contrat que j'ai signé avant le prochain repêchage, ça équivalait peut-être à un contrat de 8 à 10e ronde à peu près, là. Fait que eux, ils évaluaient au prochain repêchage, je sortirais environ dans ce coin-là. OK, quand même, ça fait vraiment une évolution là, de l'année que tu as été repêché à si tu avais une chance d'être repêché l'année suivante. Fait que ça paraît quand même bien de dire on a patienté et ça l'aide quand même à avoir un contrat parce que si tu avais signé la première année, ça aurait pu être complètement autre chose de signer Oh, la première fois, là. j'aurais signé pour des peanuts, ça c'est sûr. Si Ouais. j'avais signé immédiatement. Puis même que j'étais pas du tout prêt d'aller évoluer au baseball professionnel à ce moment-là, de toute manière. Fait que ça aurait été une erreur de ma part. Ce qui était difficile, c'était de juger, bon, est-ce que j'accepte leur offre ou est-ce que je prends une chance de retourner dans le repêchage, puis tu n'as pas parlé à aucune autre équipe parce que tu n'avais pas le droit légalement de le faire. Mais si eux évaluent que je vaux tant puis que ça équivaut à peu près à un 8, 9 ou 10e round pour l'âge que j'ai, est-ce que ça vaut la peine? Tu sais, il y avait quand même un pensez-y bien dans tout ça, mais j'avais un bon feeling avec cette organisation-là. Euh, donc, à ce moment-là, là, j'ai décidé de prendre l'offre. Et juste avant qu'on passe justement à travers cette année-là, j'ai une couple de questions au niveau collégial. Parce que là, dans les dernières années, tu as fait un retour avec l'ABC à temps plein. Tu as réussi à voir un peu comment les collèges fonctionnent peut-être différemment ou qu'il y a des similarités avec ce que toi, tu as vécu. À ton arrivée au collège, comment l'équipe t'a accueilli? C'était quoi l'ambiance qu'on avait? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que ça s'est fait quand même assez facilement? J'ai trouvé ça très simple, très facile. Euh, j'ai été, comme je disais tantôt, j'ai été accueilli à bras ouverts. J'étais le seul joueur qui appartenait à une équipe du baseball majeur dans tous les joueurs qui étaient là. Donc, sans dire que j'ai eu un traitement déroule le tapis rouge, là, mais quand même, ils ont été très, très, très accueillants avec moi. Euh, les joueurs étaient très accueillants eux aussi, les joueurs que c'était leur deuxième année et tout ça. J'étais avec un autre Québécois à ce moment-là, donc ça l'a facilité le tout aussi, là, Mathieu Bergeron, un gars de Trois-Rivières. Et puis en janvier, Étienne Raté-Delorme, celui qui m'a appelé pour me dire que j'avais été repêché, est venu nous joindre. Lui appartenait, ben, en fait, pas à ce moment-là, mais il avait déjà été repêché par les White Sox de Chicago, 25, 26, 27e ronde, dans le temps qu'il était avec l'ABC. Il est un petit peu plus vieux que moi, Étienne, lanceur lui aussi. Donc, soudainement, on était trois Québécois. On pouvait parler un peu en français. Les autres joueurs étaient très accueillants, les coachs aussi. Puis, c'était un petit campus dans une petite ville, donc il n'y avait pas beaucoup de distractions. Fait que moi, c'était école, entraînement. Ça ressemblait à ça pas mal. Et justement, là, dans ta signature avec les Angels qui t'amenait à vraiment entrer dans l'organisation, qu'est-ce qui s'est passé après la signature? Est-ce qu'on a eu un laps de temps différent avant que tu rentres dans l'organisation ou en l'espace d'une semaine et quelques, on était déjà en train d'évoluer avec une équipe, la Rookie League à ce moment-là? Ouais, et j'ai signé mon contrat. Et puis, je te dirais, 7 à 10 jours plus tard, je me rapportais, même plus tôt que ça, là, dans la même semaine, je me rapportais en Arizona au camp prolongé, si on veut. C'est comme un deuxième spring training là, avec les joueurs qui viennent d'être pêchés et tout ça avant la saison courte, là, parce qu'il y a des équipes qui ont des saisons longues et il y a des équipes qui ont des saisons plus courtes. Et puis, la seule chose, c'est que j'avais pas obtenu mon visa de travail encore. Donc, je pouvais pas légalement jouer pour l'équipe. Je devais attendre d'obtenir mon visa de travail avant d'avoir le droit de légalement jouer. Mais je pouvais pratiquer avec l'équipe. Donc, j'ai fait le genre de petit camp, mais je pouvais pas joindre aucune équipe le temps d'obtenir mon visa de travail. Il a fallu que j'aille au Mexique un petit peu plus tard, là, quelques semaines plus tard, aller récupérer mon visa de travail pour pouvoir intégrer une équipe là, puis légalement jouer pour l'organisation à ce moment-là. C'est pas très compliqué. Ça m'a donné un genre de 10 à 14 jours de pratique et me familiariser avec tout ça avant d'être légal au niveau paperasse, là. Et puis à ce moment-là, j'ai joué ma première année dans le baseball mineur Rookie League dans la Ligue de l'Arizona.
Puis tu arrives là-bas, toi, tu te fais une idée que le baseball pro, il va y avoir des gros stades, il va y avoir du monde dans les estrades et tout ça. Puis les petites nouvelles, c'est que dans la ligue de recrues comme ça, c'est que les seuls partisans, c'est la grand-mère à un tel, le père à l'autre qui sont venus en visite. Et puis, il n'y a pas grand monde. Tu joues en après-midi parce qu'il fait trop chaud. En fait, tu joues en fin d'avant-midi ou tard le soir parce qu'il fait trop chaud en Arizona pour évoluer à d'autres temps. Donc, tu es, au terrain très, très tôt. Et puis, tu quittes tôt aussi en début d'après-midi. Euh, Fait que c'est un petit peu un choc, là, si on veut, là, quand tu débutes ça, puis tu te rends compte, bon, pas un chat ici, là. Il faut que je joue au baseball, mais euh, ce qui était aussi difficile, je trouve, c'est de te rendre compte que tu es à ta place aussi, là. Je veux dire, soudainement, tout le monde est bon, là. Je veux dire, même au collège américain, je pouvais me rendre compte que j'étais meilleur que la plupart, euh, même s'il y avait des bons joueurs de baseball, mais rendu là-bas, c'est que bon, tout le monde lance aussi fort que moi ou plus. Tout le monde tout le monde a des physiques impressionnants. Soudainement, c'est intimidant, si on veut. Puis là, tu commences à comprendre que, bon, lui, il était repêché en deuxième ronde, il a signé pour tant. Lui, on donnait un bonus de 700 000, c'est un Dominicain. Là, tu commences à penser que tout le monde est meilleur que toi et ainsi de suite. Fait que ça prend un certain moment avant de te rendre compte que tu es à ta place, que tu peux performer puis tirer ton épingle du jeu. Je te dirais que ça a été plus vers la fin de cette première année-là, mes deux, trois dernières sorties, là, j'étais chanceux en même temps. J'ai affronté Mark Pryor. Je sais pas si tu te souviens de lui, le lanceur prodige des Cubs de Chicago, là, qui a eu beaucoup de blessures dans sa vie, mais il était là en même temps que Kerry Wood. C'était comme les deux futurs joueurs vedettes des Cubs de Chicago. Lui, il faisait des départs de réhabilitation dans la Ligue des recrues. Et puis, ça se trouvait que je lançais deux fois de suite contre les Cubs de Chicago. Et puis, les deux fois, c'était aligné contre Mark Pryor. Donc, j'étais là, ok, ça va être facile, ça ne sera pas facile aujourd'hui. Et puis, j'ai eu deux excellentes sorties. C'est comme si ça m'avait forcé à lever mon jeu un petit peu, puis à devoir vraiment là, euh, je sais pas, vraiment être plus focus, plus performant, si on veut. Puis j'ai eu deux belles sorties. Ça a suivi avec une troisième vraiment bonne sortie là, pour terminer ma saison. Puis je trouve que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, OK, j'ai ma place ici, tu sais. Fait que c'est vraiment là, un petit peu comme ça que j'ai vécu ma première saison. C'est comme si le fait d'avoir un gros challenge devant toi, ayant quelqu'un qui a une certaine prestance, te donne comme donné le petit kick de plus qu'il fallait pour réussir à prendre confiance un peu. Parce que, tu sais, comme tu le disais tantôt, tu arrives dans un endroit où tout le monde est bon, tout le monde était le meilleur de l'endroit où il vient. Et là, tous les meilleurs se dirigent ensemble. Donc, c'est de savoir qui va être capable de step up, veut pas, pour réussir à aller Mhm, chercher la place suivante. Puis quand on regarde un petit peu là, ton parcours, tu as eu les Rookie League. Après ça, quand on regarde légèrement, tu as quand même eu un début. Tu as eu une place dans le 3A en 2005, si je me trompe pas. Si on voit, tu as eu deux ligues dans cette ouais. année-là. Tu as eu le A et le 3A. Comment ça s'est passé un peu, là, le fait de un peu atteindre le 3 rapidement, veut pas, parce que, tu sais, habituellement, ils vont faire. Je pense à Nathan Landry, qui est un Québécois qui fait son parcours Mhm, présentement. Il y a eu le A faible, tu es dirigé dans le A fort, et tu sais, il va faire sa direction vers là. Toi, tu as atteint. Tu peux me corriger si le site est trompeur, mais ça semble mentionner que tu as fait le 3 mhm. dans le départ et par la suite, on est revenu au A. Comment ça s'est passé? En fait, c'est très, très anormal comme call-up, là. C'était très inattendu et très anormal. Je venais d'avoir un camp d'entraînement exceptionnel. Je pense que j'avais donné un point en 16, 17 ou 18 manches. J'avais vraiment été bon pendant le camp d'entraînement. Et puis, ce qui m'avait fâché ou déçu, c'est qu'au terme du camp d'entraînement, on m'a pas envoyé nulle part. On m'a pas envoyé dans aucune équipe. On m'a gardé au camp prolongé. Et puis, ça m'avait mis en beau maudit. Je dis, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour vous prouver que
je mérite de quitter ici. Là. Tu sais, ils appellent ça le trou noir un peu, le Extended Spring Training qu'ils appellent. Là. Ils appellent ça le Black Hole. C'est difficile de sortir de là, mais une fois que tu es sorti, là, c'est là la vraie vie de joueur de baseball professionnel débute, si on veut. Euh, donc, c'est ça. Je venais d'avoir un camp d'entraînement exceptionnel, puis je comprenais pas trop la décision. Euh, à ce moment-là, j'ai compris une coupe d'affaires, par exemple. Euh, je veux dire, il y avait un autre Québécois avec nous, ben, il y en avait d'autres aussi. Il y avait Michel Simard aussi, mais il y avait Steve Breen, il y avait Rick Cyr, mais les autres sont plus vieux puis sont déjà placés dans des équipes euh, plus élevées dans la hiérarchie. Il y avait Patrice Lepage, un receveur qui jouait avec nous. Et puis, Patrice parlait pas beaucoup l'anglais, voire Yes, No Toaster. Donc, moi, tous les jours, c'est pas des farces, je servais de traducteur, comme les Japonais quand ils débarquent, là, ben, ils ont leur traducteur. Les joueurs latins, mais il y a suffisamment d'entraîneurs qui sont capables de communiquer avec les joueurs latins, mais là, des francophones, il n'y en a pas, là. Donc, c'était moi qui agissais comme traducteur à Pat Lepage. Lui était receveur. Donc, hey, Carl, come over here. Puis là, dis à Patrice telle affaire. Dis à Patrice. Fait que toute la journée, là, souvent, j'ai été interpellé à agir comme interprète. Puis moi, je pense que j'ai été retenu un petit peu à cause de cette utilité-là que j'avais pour communiquer avec Patrice, qui, lui, parlait pas du tout anglais, malheureusement. Je pense que il y a eu une raison là-dessus. Sauf que là, je reste au camp prolongé et puis je fais une autre bonne sortie. Je lance un 4-5 manches, je donne pas de point ou un point. Et puis je lance une autre bonne sortie. Fait que un autre deux bonnes sorties. Fait que je suis rendu à peut-être une vingtaine de manches, 23-24 manches, puis j'ai donné 2-3 points seulement. Et là, soudainement, j'étais à la chambre d'hôtel, puis je reçois un téléphone. Bonjour. Puis c'est l'organisation qui me dit tu feras tes valises, t'es promu. Moi, dans ma tête, je m'en allais dans le A faible, là, puis je partais rejoindre la gang avec qui j'aurais dû être dès le départ. Et on me dit tu t'en vas à Salt Lake City. Je dis faites une erreur. Je dis what? Ça doit être une erreur. Non, non, you're going to Salt Lake City. Je dis all right. Là, soudainement, je passe du gars en, excusez le terme, en beau maudit, à je peux pas croire mes yeux, je m'en vais au niveau le plus proche possible des majeurs. Là, ils m'ont expliqué le lendemain avant que je quitte que c'était temporaire parce que Kelvin Escobar, qui était dans les ligues majeures, était blessé. Puis ça se pouvait être une affaire de 2 semaines, là, un 14-day DL. Puis, aussitôt que lui est prêt, tu vas retourner à quelque part d'autre. Tu sais. Ok, parfait, je pack mes affaires, je m'en vais. Eric Cyr jouait pour les Salt Lake City Bees dans ce temps-là. Excuse, c'était les Stingers cette année-là. L'année suivante, on s'appelait les Bees. Fait que je rejoins Eric, je connaissais un petit peu. Fait que ça me faisait une face familière avec qui jaser une fois rendu là-bas. Et finalement, mon séjour s'est étiré tout près d'un mois parce que la blessure à Kelvin Escobar a duré plus longtemps que prévu. Donc, j'ai pu passer un peu plus que 3 semaines avec l'équipe du 3A cette année-là. Et une fois que l'effet domino s'est passé, là, quand Kelvin a réintégré l'alignement, ils ont renvoyé le joueur qui était dans les majeurs au niveau 3A. Puis moi, à ce moment-là, ils m'ont envoyé à Cedar Rapids dans la Ligue du Midwest, qui était le off faible ou ouais, le off faible à ce moment-là. Et peux-tu nous partager un peu les différences? Parce que quand tu regardes à travers ta carrière, tu as quand même eu quelques présences dans le 3. Là, on parle quand même d'un certain passage. Peux-tu te parler un peu des différences de la réalité d'un joueur dans le A faible, A fort, et quand il tombe dans le 3? Est-ce que les accommodations que l'équipe vous offre sont différentes? Qu'est-ce qui donne un petit peu les challenges des fois? Parce que si on est dans une ligue que tu dois faire des dizaines d'heures de bus et dans l'autre ligue, on a un avion pour déplacer, c'est pas la même Mhm. récupération, c'est pas le même impact sur le corps. Donc, c'est quoi les différences un peu qu'on peut voir entre ces deux niveaux-là? Ah, ben, t'en as mentionné quelques-unes, là. Les heures de bus, plus les niveaux sont bas, plus tu vas faire, tu vas faire du chemin en bus. C'est au niveau 3, les voyages se passent en avion. Les stades sont
sont beaucoup plus grands, beaucoup plus neufs, beaucoup plus à l'image du baseball majeur, si on veut. La manière dont tu es traité, tu ne touches pas à ton équipement, tu arrives, ils prennent ton sac, ils installent tout dans ton casier. Lorsque tu t'en vas sur la route, ton sac, tu arrives au terrain, il est déjà pacté, puis tu n'y touches même pas. La bouffe, juste ce que tu es servi au terrain dans la chambre des joueurs versus des beurrés de beurre de peanut et de la confiture lorsque tu es d'un niveau un petit peu plus bas. Ce qui est drôle, par exemple, petite anecdote, c'est que moi, j'en profitais pas mal, là. J'étais toujours dans la cuisine, puis mon Dieu, j'ouvre le frigidaire, je peux manger tout ça. Mais même si au niveau le plus haut des ligues mineures, tu as accès à toutes sortes de nourriture, la plupart des gars vont se faire une beurrée de beurre de peanut et confiture avant le match, pareil. Fait que ça fait partie des coutumes là, du joueur de baseball. Tu as gravi chacun des échelons. Il y a toujours un pain, du beurre de peanut et de la confiture sur la table comme option. Puis maintenant, on dirait que ça fait partie de ta routine. Sinon, le calibre de... Ben, en fait, l'âge des joueurs est nettement plus vieil. Ça a changé beaucoup là, avec les années. Là, les joueurs ils montent de plus en plus rapidement au niveau des majeurs. Donc, ça veut dire qu'ils gravitent les échelons pas mal plus rapidement aussi au niveau des mineurs. On voit de plus en plus là, des jeunes joueurs dans le début vingtaine qui accèdent aux majeurs. Dans le temps, on ne voyait pas tant que ça. Tu arrivais à 25, 26, tu étais considéré jeune. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais tous les joueurs étaient pratiquement mariés avec des enfants, etc. Moi, j'avais 21 ans, puis j'étais loin de ça. Là. Fait que ça, c'était une autre grosse différence. La façon dont le baseball est pratiqué aussi. Euh, Moi, j'ai toujours été un lanceur qui lançait énormément de prises depuis toujours, toute ma vie. Je dirais dans les niveaux plus bas, où c'est des frappeurs un petit peu plus indisciplinés, un petit peu plus agressifs, sans trop plan de match, qui se présentent puis qui ils s'élancent. J'avais pas tant les outils ou encore à ce moment-là comprendre comment me battre contre ça. Donc, il y avait peut-être un peu plus l'avantage contre moi, le fait que j'étais toujours alentour de la zone, donc il pouvait mettre la balle en jeu plus facilement. Tandis que quand je suis arrivé au niveau du niveau 3A, c'est des frappeurs un peu plus sélectifs, avec un plan, cherche un tel lancer en particulier. Si tu fais une erreur avec ce lancer-là, ils vont te faire payer le prix. Cependant, ils sont beaucoup plus passifs au bâton, pas tout le monde, mais en général. Donc, pour moi, ça avait été, je trouvais, un peu plus facile d'évoluer à ce niveau-là, étant donné que il n'était pas constamment en train de s'élancer. Fait que je pouvais prendre les devants sur les frappeurs, puis je me retrouvais dans des comptes souvent favorables, aucune balle de prise, une balle de prise. Donc, j'ai eu passablement de succès, même si c'était pas un long, long, long séjour. J'ai trouvé que ça, c'était une grosse différence, là. Et puis, les joueurs derrière toi aussi sont pas mal meilleurs à capter la balle. Les catchers sont pas mal meilleurs à diriger leurs lanceurs. Donc, le baseball est vraiment plus sharp, entre guillemets, si on veut. Et quand on regarde ton parcours, là, on voit que tu sais, en 2006, tu as eu deux équipes avec qui tu as été faire un tour avec le 3, le A fort. Et quelques temps plus tard, tu as eu un appel sûrement de Michel Laplante avec les Capitales de Québec. Comment la transition un peu entre les deux s'est fait de dire mon parcours dans les ligues majeures va se transférer vers la Ligue Canam? Comment toi, tu t'es préparé à ça? En fait, je n'étais pas prêt du tout. Je connaissais pas les capitales à ce moment-là. Je connaissais pas le baseball indépendant. Je connaissais Michel, par contre, parce que j'avais eu la chance, plus jeune, de me lancer la balle avec lui pendant les saisons mortes parce qu'il venait s'entraîner avec les écoles d'Alex Agostino, puis avant de partir pour ses camps d'entraînement. Et Alex me sélectionnait pour pouvoir me lancer avec lui. Puis je trouvais que c'était un privilège à ce moment-là. J'étais émerveillé par Michel qui était si bon à lancer la balle à peu près où ce qu'il voulait. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'étais un flot de 15, 16, 17 ans dans ce temps-là. Puis lui, il s'en allait au camp des Ligues majeures des Expos, là. Euh, mais ce qui est ironique, c'est que quelques années plus tard, je me retrouve à recevoir un appel de Michel pour me dire viens donc au camp d'entraînement, viens donc jouer pour les Capitales. J'écoute, Michel, présentement, j'ai encore la tête à vouloir tourner au baseball affilié. Fait que j'étais parti faire quelques camps privés. J'avais fait un camp avec les Nationals, j'avais fait un camp avec les Marlins. Euh,
pense que c'était pas mal ça à ce temps-là. Et puis, c'était les mêmes réponses. Écoute, à ce temps-ci de l'année, on vient de faire nos dernières coupures. On n'a pas nécessairement de place. Si jamais il y a de quoi, on te lâche un coup de fil. Et les Angels avaient été quand même sympathiques cette année-là, avaient gardé mon visa de travail ouvert. Fait que ça facilitait la possibilité de signer. Euh, En fait, c'est totalement faux ce que je suis en train de te dire là parce que c'est ce qui m'a mis des bâtons dans les roues pour signer avec les Braves d'Atlanta cette même année-là, là, en 2007, ma première année. Fait que j'arriverai à cette histoire-là. Euh, mais il l'avait gardé ouvert pendant un certain moment euh, jusqu'à ce que je signe avec les Capitals. Mais ouais, c'est ça. Fait que finalement, je rappelle Michel, je dis écoute, je vais me présenter au camp d'entraînement. Et puis, je connaissais une couple de gars qui étaient là. Michel Simard, entre autres, qui lui aussi venait d'être libéré par les Angels euh, après sa dernière saison. Donc, je me présente là. Je tombe en amour un peu avec la ville. Michel Laplante, un individu qui n'en a pas deux comme lui, écoute. Et puis, petit à petit, je te cacherai pas que j'étais un petit peu amer envers le baseball professionnel à ce moment-là. Je comprenais pas trop pourquoi et toutes les raisons. Puis, tu sais, oui, j'avais vraiment un feeling amer. C'est difficile à avaler là, d'avoir perdu mon emploi et tout ça. Fait que je trouve un petit peu le plaisir à pratiquer le baseball à nouveau. Et puis, veux pas, dans les mineurs, pendant les 5 ans, tu te souviens pas à quel point pratiquer ce jeu-là, c'est supposé d'être le fun. Ça devient plus stressant, angoissant. Tu vis de l'anxiété parce que tu es toujours en train de te poser des questions sur qu'est-ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce qui se passe avec les joueurs qui sont en dessous de moi, qu'est-ce qui se passe avec les joueurs en haut de moi. Tu essaies de contrôler des choses dont tu n'es pas capable de contrôler, puis c'est constamment en train de trotter dans ta tête. Donc, il y a un stress constant, puis tu oublies d'avoir du plaisir à pratiquer ce sport-là. Puis, ce qui est drôle, c'est que quand tu as du plaisir puis tu joues de façon plus détendue et relaxe, souvent tu as beaucoup plus de succès aussi. Fait que Michel me redonne ce goût-là, me redonne le plaisir de garrocher la petite balle blanche. Puis soudainement, j'ai beaucoup de succès. Euh, Avec la première moitié de saison avec les Capitals, il n'y a pas de mes chiffres exacts, mais je me sens que j'ai une moyenne de points méritants en bas de 2. Puis là, j'ai de l'intérêt de certaines organisations, dont les Braves d'Atlanta, que Michel a déjà évolué pour les Braves, puis il avait pris contact avec quelqu'un de l'organisation pour dire, venez donc le voir. Tu sais. Fait que j'avais lancé à New Haven, et puis il était venu me voir lancer, puis j'avais un bon match. La vélocité était bonne, il avait aimé ce qu'il avait vu, puis écoute, mes statistiques à ce moment-là parlaient d'elles-mêmes. Et puis, eux ont pris le téléphone, ils ont appelé Michel, puis ils ont dit, écoute, on veut lui offrir un contrat. Sauf que, encore une fois, un visa de travail, on va faire les démarches pour obtenir le visa de travail. Dès qu'il est prêt, on le signe puis il s'en vient. Euh, Fait que, ils ont dit d'ici là, ben, tu sais, qu'ils continuent à lancer avec vous, qu'ils gardent la forme, etc. Puis dès que c'est prêt, là, fait que là, Michel me passe dans son bureau, m'annonce la bonne nouvelle, tout ça. Fait que je suis complètement fou, j'ai ma deuxième chance. Et le départ suivant, je lance 3 lancers. Puis mon ligament ici, ulnaire, j'ai senti comme quelque chose de détaché, si on veut, dans mon coude. Puis c'est ça, j'ai eu une déchirure partielle de mon ligament ulnaire à ce moment-là. Donc, évidemment, on s'entend que le contrat avec les Braves a pris le bord. Et puis, ça a pris un an, peut-être 15 mois avant que je puisse relancer dans un match compétitif l'année suivante, en 2008. Puis même que je suis revenu beaucoup trop vite, j'aurais pas dû revenir à ce moment-là. Là. Ouais. Hey, ça, c'est une Timing, question hein? de timing, Ouais. on va le dire, plate, de dire que Mhm. ta deuxième chance est tellement proche, trois lancers plus Mhm. tard. Wow! Hey, c'est quelque chose quand même. Mais malgré tout, avec ton passage avec les Capitals, tu as quand même vécu des trucs le fun. On parle de
au minimum 4 championnats de la Ligue Canam. Je dis minimum parce que j'ai peut-être pas réussi à trouver tous les championnats, parce qu'il y en a eu quelques-uns d'affilée que les Capitals ont eu, là. Mais je vois 2007, 2016, 2017, à 2017 à 2019. Tu as quand même vécu des moments assez intéressants. Puis surtout, mon plus grand questionnement, à travers ta carrière, tu as joué beaucoup devant des gens des États-Unis. C'était comment de pouvoir porter les couleurs d'une équipe canadienne, d'une équipe québécoise? C'est-à-dire, je porte le chandail du Capital de Québec, je joue devant famille, amis qui peuvent venir me voir peut-être plus régulièrement parce que dans les ligues mineures, c'est pas tout le monde qui a la chance de se déplacer aux États-Unis. Comment c'était de pouvoir jouer au Québec devant famille et amis puis avoir un chandail des Capitals de Québec? Écoute, pour moi, c'était un feeling assez spécial. Lorsque j'avais la chance de lancer au stade municipal, c'était une soirée spéciale. Contrairement à lancer sur la route devant du monde donc tu te fous, là, si on veut, là. Mais lorsque tu sais que tu as des gens que t'aimes qui sont dans l'audience pratiquement à chaque fois que tu as l'occasion de lancer à domicile, c'est vraiment un privilège, là. Et puis ça, j'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises. Donc, pour moi, là, de savoir que ma mère ou mon père ou mon frère ou du monde que j'aime, des amis proches de moi qui sont là, on dirait que ça me donnait le goût d'être encore meilleur et donner un meilleur spectacle, si on veut. Là. Ça me forçait à être encore plus dans ma bulle, encore plus en mission. Euh, J'étais chanceux parce que pendant quelques années, à partir de 2011, lorsque j'ai été impliqué dans une compagnie, là, on a démarré un gym à Québec et puis à ce moment-là, moi, je mettais énormément de temps dans cette business-là. Et puis, ça ne me permettait pas vraiment de pouvoir voyager avec l'équipe comme je le voulais. Euh, les Capitals ont été extrêmement accommodants à ce moment-là, me permettaient de lancer juste les matchs à domicile ou bien les matchs à Trois-Rivières, là. Les matchs proches ou bien des fois à Ottawa, étant donné que je pouvais faire presque l'aller-retour. Donc, j'avais l'occasion, la chance de lancer pratiquement toujours mes matchs à domicile. Donc, l'équipe partait, l'horaire était assez simple dans ce temps-là. L'équipe partait une semaine, revenait une semaine. L'équipe partait une semaine, revenait une semaine. Donc, moi, je lançais le premier match à domicile, puis je lançais une deuxième fois pendant le séjour à domicile. Et là, Pat ou Michel, ouais, c'était Pat dans ce temps-là, devait lui mettre un spot start, là, mettre un lanceur de longue relève qui allait prendre un départ dans le voyage sur la route. Puis là, et on fonctionnait comme ça. Fait qu'en bout de ligne, je manquais peut-être 2 ou 3 départs dans la saison seulement, mais je pouvais les faire en majorité là, à domicile. Fait que là, j'ai été vraiment choyé à ce moment-là. C'est sûr, la dynamique est un peu différente parce que je ne suivais pas les boys constamment. Fait que je manquais des moments de camaraderie, des moments importants d'équipe parce que sur la route, tu as beaucoup de temps à passer avec tes compatriotes. Mais quand même, pendant 3 ou 4 ans, j'ai fait ce type de cédule-là. Et puis, je remercie encore à ce jour là, les capitales de m'avoir accommodé. Là. Ça m'a permis de faire grandir la compagnie, puis ça m'a aussi permis de rester dans le baseball organisé là, avec les capitales de Québec. Et en 2017, on le parlait un petit peu tantôt, tu as fait un parcours dans la Mexican League dans le niveau 3. Ouais. On dirait que j'ai comme beaucoup de questions en me disant, premièrement, ça semble être comme une équipe affiliée des Ligues majeures. Je ne savais pas qu'il y avait déjà eu une équipe affiliée des Ligues majeures au Mexique. C'était avec quelle équipe exactement? Parce que j'ai malheureusement pas l'information avec moi. C'était avec quelle équipe et comment cette possibilité-là s'est faite? Puis c'est euh, nouvelle façon de vivre. Je veux pas aller vivre au Mexique Ouais. comparativement à vivre au Québec. Comment un peu tout ça s'est produit, là, la possibilité d'aller jouer au Mexique? Ça s'est produit par l'entremise d'Éric Gagné, en fait. Euh, Tu sais, Éric essayait de faire un retour au jeu à un certain moment donné. Et puis, à ce moment-là, moi, je m'entraînais. Pendant quelques hivers, là, je quittais en février, mars, février surtout.
m'entraîner en Arizona chez Eric. Eric était très accueillant, m'accueillait à bras ouverts chez eux. J'avais accès à la guest house, là. Je pouvais habiter chez lui, mais dans une maison à part. Donc, il a été très, très, très généreux de sa personne. Puis, on s'entraînait ensemble. Il nous aidait, moi, Philippe Aumont, Justin Terrien. On s'entraînait les 3-4 boys ensemble pas mal à tous les hivers. Et puis, à ce moment-là, Eric avait reçu un appel justement de l'organisation avec laquelle j'ai évolué au Mexique, là, les Pericos de Puebla. Donc, c'est une équipe qui est pas mal dans le centre du Mexique en altitude, 3 000 mètres d'altitude. Si on y reviendra, c'était tout un ajustement pour un lanceur, bien honnêtement. Et puis, à ce moment-là, Eric, lui, avait ses yeux sur le baseball majeur, baseball majeur, baseball majeur. Donc, gentiment refusé l'invitation ou l'offre là, de l'équipe mexicaine. Mais en même temps, il dit, écoute, il dit, j'ai peut-être quelqu'un qui serait intéressé avec un CV qui vous intéresserait. Fait que, il m'en parle cette journée-là. Écoute, ça te tenterait-tu d'aller jouer au Mexique? Euh, je dis, ben, j'ai jamais vraiment considéré ça, mais oui, ça me tenterait. Fait que, entame les démarches. Et puis, sans m'offrir un contrat officiel, il m'invite à leur camp d'entraînement dans le but de me tailler un poste si jamais je fais assez bien les choses. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Fait que j'ai booké mon billet d'avion. Si je faisais l'équipe, ils me le remboursaient. Si je ne le faisais pas, c'était à mes frais. Fait que je me pointe là-bas et eux, ils me logent à l'hôtel, tout ça. Fait que je fais le camp d'entraînement, c'est, je pense, 4 ou 5 semaines. Puis les choses se passent quand même bien. Euh, Malgré le fait qu'on lançait à 3 000 mètres d'altitude, ça, c'était une catastrophe, bien honnêtement. C'est 2 fois comme les Rockies du Colorado, mettons. C'est 2 fois plus haut que l'altitude au Colorado. Puis on s'entend que la balle à voyage excessivement bien à Denver, puis qu'il n'y a pas un lanceur qui veut signer là-bas à cause de ça. Et puis nous, c'était le double. Fait que juste te donner une idée à quel point la balle a voyagé. Les petits Mexicains de petite stature frappaient la balle en dehors du stade pendant la pratique au bâton. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, soudainement, tu te lances, puis tu essaies de spinner des balles courbes, tu essaies de spinner des balles cassantes, puis ça bouge pas. C'est comme, elle reste droite, droite, droite. Puis moi, pas juste moi, mais les autres lanceurs importés, parce que tu as le droit à 6 joueurs importés par équipe. La majorité, on avait, je pense, 4 lanceurs importés. On est tous dans le même bateau, là. On est tous là pour la première année. Je veux dire, on comprend juste pas qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour faire bouger la balle ici, ça n'a pas de bon sens. Fait au fil des semaines, tu fais des ajustements, tu comprends un peu comment lancer la balle différemment pour aller chercher un certain break dans la balle, si on veut. Fait que, longue histoire courte, je réussis à séduire l'équipe, je fais l'équipe. Et puis, j'ai évolué pas une saison complète. Là. Ça a été quand même bref comme séjour, malheureusement. C'est une ligue qui est gérée par Major League Baseball, mais c'est pas affilié. Tu n'as pas de joueurs qui sont affiliés nécessairement au baseball majeur, sauf quelques Mexicains qui ont une entente avec le baseball majeur, mais évoluent avec une équipe dans cette ligue-là, et puis éventuellement vont peut-être faire le saut. Mais en général, il n'y a pas personne qui a des contrats avec le baseball majeur, mais la ligue est gérée par MLB. C'est pour ça qu'ils appellent ça une minor league baseball. Et puis, ils qualifient ça comme du niveau 3A. Je peux pas te dire, il y a des équipes excessivement fortes, des équipes qui ont beaucoup de sous, qui ont les poches creuses, qui sont capables de payer des joueurs importés avec des beaux CV. Je dirais que nous, on était une équipe fortunée. Euh, des 6 joueurs importés, j'étais le seul qui n'avait pas d'expérience dans le baseball majeur. Les autres avaient au minimum 4 ou 5 ans de bagage dans le baseball majeur. Donc, je savais très bien que s'il y en avait un à tasser, ce serait beaucoup plus facile de me tasser moi que les autres, juste à cause du CV en partant. Mes performances ont été quand même bonnes, surtout dans le camp d'entraînement. Je trouve que j'ai vraiment bien fait les choses, mais c'est une ligue, tu sais, je veux dire,
un des gros lanceurs qui avait signé, là, Blake Bevan, c'est un ancien choix de première ronde, joué des majeurs avec les Rangers, les Mets, tout ça. Un géant de 6 pieds 6 qui lance des balles de feu. Écoute, il arrive au camp d'entraînement un peu tard, là, on signé sur le tard, arrive à quelques jours pour se familiariser avec le nouvel environnement, l'altitude, etc. Fait sa première sortie, une sortie ordinaire, là, vraiment pas très bonne sortie. Et soudainement, tu es au camp d'entraînement, c'est sa première sortie avec l'organisation. Et le lendemain, un message texte du GM, à peu près le lendemain, qui dit on s'attend à vraiment des meilleures performances de ta part, blablabla. Bla, bla, bla. Puis tu sens vraiment beaucoup de pression. Moi, j'en avais pas, étant donné que j'avais pas de contrat à ce moment-là. Donc, j'avais juste la pression des séduire puis de faire l'équipe. Même chose, Cole Gillespie, un voltigeur, je pense qu'il frappait pour 300 dans le camp d'entraînement avec une coupe de bonnes balles frappées direct dans les mains, tout ça. Même principe, reçoit un message, écoute, on s'attend à de meilleures performances de ta part, etc. Fait que, tu sais, les gars étaient constamment épiés à la loupe et puis tu as constamment de la pression. Puis tout ce que tu entends, c'est que l'organisation veut signer un tel, il voulait signer Ryan Howard pendant un bout, il voulait signer un autre. Tu sais, c'est Yaziel Pouy a joué dans ces ligues-là et tout ça. Fait que, tu sais, ils sont toujours en quête du prochain gros nom qui est disponible et qui est intéressé à venir évoluer au Mexique. Fait que c'est ce qui est arrivé. Là, ils ont signé un lanceur gaucher australien qui avait 8-9 ans dans le baseball majeur. Et là, lui s'en venait et soudainement, on était 7. Mais le temps que lui soit activé, j'ai continué à rester actif dans l'équipe. Puis la seconde que lui a été prêt à lancer avec l'organisation, j'ai été remercié de mes services. Ils ont été très, très, très sympathiques avec moi. Bien honnêtement, ils ont dit, tu ne mérites pas du tout. Ben, ça vient du GM, mais là, moi, j'avais ma rencontre avec l'assistant GM et le coach en chef. C'est super amical comme rencontre, même à la limite malaisant, comment eux se sentaient pas bien de m'annoncer la nouvelle. Ils m'ont dit, on te propose de rester avec nous. Reste avec nous, pratique avec nous. Malheureusement, la Ligue nous empêche de te re-signer dans la même année si jamais il arrivait quoi que ce soit. Fait que on peut pas te garder sur une Phantom DL puis te reprendre plus tard, mais il dit tu mérites de jouer ici, dans cette ligue. Fait que nous, on va faire des téléphones, on va essayer de te trouver une autre place pour t'accommoder. Fait que je m'entraîne 2 semaines de plus avec eux. Et puis, j'ai eu 2 offres, une à Tabasco, une à Oaxaca, que ça s'appelle, Oaxaca, là. Et puis, à ce moment-là, j'avais Pat Scalabrini qui se demandait ce que j'allais faire, est-ce que je revenais avec les capitales, est-ce que... Puis, à ce moment-là, moi, j'occupais le rôle d'entraîneur des lanceurs et joueur. Fait que c'est quand même un rôle important pour l'organisation des capitales, puis le puzzle, la patte. Et puis ça tombait dans les deadlines que, écoute, Carl, si tu ne reviens pas, c'est pas grave, mais il faut que tu me le dises parce qu'il faut, et je me trouve un vétéran lanceur et je me trouve un pitching coach. Puis là, mathématiquement parlant, là, je perdais potentiellement un peu d'argent à retourner à Québec, mais pas tant, pas assez pour dire ça vaut vraiment pas la peine d'y retourner. Fait que j'ai décidé de laisser faire les offres dans les autres équipes mexicaines dans la crainte de me refaire faire le même coup, puis au final perdre la job de pitching coach, puis peut-être même pas avoir une place avec les capitales à ce moment-là. Donc, c'est le reasoning qui m'a ramené avec les capitales là, cette année-là. Ce qui était une bonne chose parce que tu as fait quand même par la suite 3 ans complètes à titre à ce moment-là de joueur et entraîneur. Tu as Ouais. pris ta retraite en 2019 et tu es revenu pour 8 manches et demie en 2021. Je suis un peu curieux. Comment ça s'est fait le retour en 2021 pour 8 manches et demie? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en mesure d'urgence pour aider. C'était pas les capitales dans ce temps-là parce que c'était l'année COVID, hein? Et puis, il avait jumelé des joueurs des Aigles, des joueurs des Capitales, qui avaient appelé ça l'équipe Québec. Et puis, il était parti sur la route pendant, écoute, 2 mois et demi, presque 3 mois, là, avant d'avoir le droit de revenir au Québec et disputer des matchs légalement là, dans la fameuse COVID. Et puis, moi, cette année-là, avant que les réglementations tombent, j'étais censé occuper un rôle
à temps partiel avec les Capitales à domicile. Un peu comme je le faisais dans le temps, j'allais donner un coup de main avec les Capitales à titre d'entraîneur des lanceurs et peut-être lancer lorsque le besoin était là. Euh, mais je pouvais pas nécessairement aller sur la route parce que j'avais accepté de coacher l'équipe junior aussi, les Diamants de Québec. C'était comme un contrat genre hybride, début de retraite, on essaye le coaching et puis tu peux lancer par-ci par-là. Mais finalement, les règlements COVID étaient tombés. L'équipe partait sur la route pendant 3 mois, 2 mois et demi. Je ne me souviens pas exactement du temps. Fait que là, soudainement, mon contrat hybride ne fonctionne plus. Là. Je ne peux pas faire les deux, être aux États-Unis puis coacher les Diamants. Donc, j'ai décidé de rester avec les Diamants. Et puis, j'ai lancé un peu senior. Fait que je gardais le bras en forme. Je lançais les pratiques au bâton. Je lançais avec les gars de temps à autre quand un joueur avait besoin d'un partenaire avec qui se lancer, mais je ne m'entraînais pas sérieusement dans le but de revenir. Euh, J'étais plus préoccupé par le coaching que d'autres choses. Et là, soudainement, lorsque l'équipe Québec a le droit de revenir à Québec, euh, je reçois un téléphone de Pat Scalabrini qui dit Ouais, ton bras, il est en forme, toi, Carl? Je dis Ben, il est pas si pire, là. Pourquoi? Il dit J'aurais peut-être besoin d'un coup de main, là, un petit départ dans le premier week-end. Il dit J'ai quelques blessures, puis tout ça, je suis à court de bras, ça t'intéresse-tu? Je dis, Ben, c'est sûr que ça m'intéresse, Pat, mais je dis Je te dirais pas que je suis au sommet de ma forme, mais je vais te donner ce que je peux te donner. Puis là, j'ai dit, écoute, je ne veux pas avoir nécessairement le match d'ouverture, mais c'est le seul jour que je suis disponible dans ce week-end-là là, de votre retour. Il dit, c'est ça, hein? Tu veux le match d'ouverture à tout prix, tout ça. Je dis, non, merde. Je dis, je veux juste, je veux t'aider, mais c'est le seul temps que je suis disponible. Fait que j'ai eu ce privilège-là. Ça a été une soirée mémorable quand même. Ça m'a permis de trouver le monticule du stade municipal, tout ça. Les choses se sont drôlement bien passées. Les 4 premières manches, je pense que j'avais un match parfait. Fait que les choses se passaient excessivement bien. Et le fait que je n'étais pas game shape m'a rattrapé assez vite en 5e manche. Là. Soudainement, la balle a moins de vie, moins de vélocité, un peu plus flat. Puis là, je me suis fait pincer pour, je pense, 2 circuits cette manche-là. Puis j'ai donné quelques points. Mais ce que je me rappelle le plus, c'est que j'ai quand même lancé les 4 premières manches 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, les choses se passaient vraiment bien. Je lançais la balle pas mal où je voulais. Euh, Puis, ça a été des beaux moments. J'avais des membres de la famille, du monde. Ma blonde était là. Ils s'étaient tous fait faire des chemises avec mon nom, tout ça. Je n'étais même pas au courant qu'ils allaient tous être là. Fait que ça, c'était fantastique. Puis moi, je pensais que c'était one-shot deal, tout ça. Là. Je pensais que c'était one-shot deal. Merci, Pat. Merci de l'occasion. C'était le fun, tout ça. Yes, sir. Fait que là, je pars, j'avais un week-end d'organiser. Je fais mon week-end. Ça, c'était le vendredi. Fait que samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça. Fait que le mardi, j'étais en train de jouer une ronde de golf. Et puis, moi, le golf, j'adore, mais ça me fait mal au dos. Tu sais, ça me fait mal au dos. Je swing violemment, puis ma hanche avec le pitching, tout ça, avec les années. Quand je joue au golf, j'ai des séquelles. Puis, pendant que je suis sur le terrain de golf, je reçois un appel de Pat encore. Ouais, comment il rebondit le bras? Je dis, ben, pas si pire, là. Il dit, serais-tu capable de le refaire demain à Trois-Rivières? Je dis, hein? Je dis, demain. La dernière fois que j'ai lancé sur 5 jours, ça fait un petit bout, là, de ça. Je dis, si tu as vraiment, vraiment besoin, il dit, je me sacrifie puis je le fais. Fait qu'il me rappelle un peu plus tard, puis il dit, ouais, man, il dit, si t'es capable de le faire, là, il dit, tu me sauverais la vie. Fait que je dis, c'est beau, on le fait. À ce moment-là, je finis ma ronde de golf. Le lendemain, j'ai le dos un peu tight, mais tu sais, j'ai rien d'anormal. Fait que je vais juste lui donner un petit peu plus d'attention, puis je vais être correct. Puis là, je commence à m'échauffer. Tu sais, je fais toute ma routine d'avant-match. Ça commence très tôt, puis j'essaie de faire des manipulations pour me rendre le plus physiquement correct, si on veut. Puis là, dès que je commence à faire juste ma course pour m'échauffer, je sens que j'ai les jambes lourdes, lourdes, lourdes. J'essaie de passer le bras c'est ouf, la balle ne sort pas comme je le souhaiterais, tout ça. Fait que
je prends mon échauffement un peu plus longtemps, mais un peu plus doucement, si on veut. Puis là, tranquillement, pas vite, mais là, le bras recommence à passer comme il devrait. Puis je finis mon warm-up, puis je me sens correct là, pour commencer la game. Et puis, encore une fois, les 4 premières manches, match parfait. Fait que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, les 4 premières manches. Fait que les 12 premiers retraits sont comme ça. Puis en fin de quatrième manche, offensivement, on a une manche excessivement longue. Là. Tu sais, on fait, je pense, 7 ou 8 points. Fait que tu es assis sur le banc très longtemps. Et là, mon dos fait, il vient complètement là, figé. Je suis même pas capable de me pencher pour rattacher mon lacet. Là, tu sais, là. Fait que, à ce moment-là, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, bon, je le dis-tu ou je suis un match parfait, je ferme ma gueule avec ça, puis je continue. Là, c'est ça des gars que je connais, là, Pierre Arsenault, Matt Rush, Pat Caroline, j'aurais pu juste carrément dire les boys, on va aller chauffer quelqu'un, mon dos il est complètement barré, mais l'orgueil, la fierté, j'ai un match parfait, la merde, je le fais, je continue. Même scénario que, que 5 jours avant, la cinquième manche a été catastrophique. J'ai donné des missiles, soudainement, plus capable de finir ton lancer, perd des milles à l'heure, perd de l'efficacité, tout ça. Fait que ça a été une cinquième manche un peu pas mal plus difficile. Mais sur ces manches-là, j'ai quand même 8 manches parfaites, là, qui est quand même des bons souvenirs pour moi.